Pourquoi certaines personnes arrivent à vendre un produit à 1000 $ pendant que d'autres ne parviennent pas à le vendre à 100 $ ou parfois même à 50 $? Pourquoi il y a des personnes qui arrivent à vendre un service à 2 millions, 3 millions, 4 millions de francs CFA pendant que d'autres galèrent à trouver des clients qui sont prêts à payer 100 000 ou 200 000 pour s'offrir le même service? Aujourd'hui, nous allons parler justement de cet aspect-là. Comment est-ce que vous pouvez multiplier par 10 ou même plus le prix de vos produits ou services? Évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais comment est-ce que vous pouvez générer plus d'argent en vendant le même nombre ou la même quantité, on va dire, pour parler simplement de produits ou de services? Il y a des ressorts sur lesquels vous pouvez jouer. Ce n'est pas forcément en vendant à plus de monde qu'on gagne de l'argent, c'est également en augmentant la valeur de ce que l'on propose et en faisant en sorte que les prospects et les clients soient prêts à s'offrir ce produit ou ce service-là au prix auquel vous le mettez sur le marché. Comment est-ce qu'on s'y prend? Quelles sont les étapes pour parvenir à vendre un produit qui coûte 10 $ à 100 ou 1000 $ un peu plus tard? Aujourd'hui, on va voir cette stratégie en détail. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Ici, vous allez apprendre un certain nombre de choses sur des thématiques propulsives. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Qu'est-ce que j'entends par thématique propulsive? Développement personnel, mindset, entrepreneuriat, business, éducation financière, bref, que des sujets qui permettent à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Je vous souhaite donc la bienvenue. Welcome on board dans la communauté des gens qui rêvent, qui osent et qui créent la communauté rock. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on aborde un aspect important des affaires, d'accord? Que vous soyez un entrepreneur ou que vous soyez même un salarié, si vous vendez quelque chose, vous avez besoin de comprendre ça. Parce que celui qui est salarié, par exemple, il vend quelque chose, il vend sa compétence. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais on est toujours en train de vendre quelque chose. Pour qu'on vous recrute dans une entreprise, il faut que vous puissiez vous vendre. Et le salaire qu'on va vous verser, eh ben, ce sera, on va dire, le prix auquel on vous achète. Des gens qui ont le même diplôme que vous, avec une expérience plus ou moins similaire, vont parfois avoir un meilleur salaire. Vous me direz, oui, c'est parce qu'ils connaissaient quelqu'un, oui, c'est parce que c'est le fils d'eux, etc. Peut-être, ça arrive, mais pas toujours. Parfois, c'est parce que les gens arrivent à se vendre beaucoup mieux que vous et qu'ils ont activé ou actionné certains leviers auxquels vous n'avez pas pensé ou que vous ne savez pas comment manipuler. Alors, comment ça se passe concrètement? Il y a un concept fondamental qu'il faut comprendre, c'est celui de la valeur perçue. Quelle est la valeur perçue du produit ou du service que vous vendez? Comment est-ce que les gens perçoivent ce que vous leur proposez? On parle de perception. Donc ici, pour que vous reteniez ça simplement, je vais vous demander de vous focaliser sur un seul mot, ou un adjectif, organoleptique. Tout ce qui touche au sens. Quand on parle de perception, c'est ça. Comment est-ce que les gens voient votre offre? Quand on parle de voir, je veux parler ici de la vue, si on doit parler des sens, n'est-ce pas? Si on veut rester sur cette explication, c'est vraiment un peu basique, mais qui permet à tout le monde de comprendre le concept. Est-ce que le produit est attrayant? C'est la vue. Mais il y a également tout ce qui va concerner l'ouïe, l'odorat, le toucher, et j'en passe. Lorsque vous prenez un stylo donné et que vous prenez un autre stylo, la perception n'est pas la même. Je vais vous montrer et on va se poser une petite question. Alors, je ne sais pas si j'ai exactement ce qu'il faut ici, mais on peut déjà faire un petit test. Regardez, ça et ça, c'est pas la même perception. La valeur perçue ne sera pas la même. Évidemment, il n'y en a aucun qui soit un stylo en or, par exemple. D'accord? Sinon, ça aurait été très évident. Mais ceci est beaucoup plus courant que ceci. Donc, on peut avoir l'impression, en voyant de loin, ou même de plus près, que ceci va être un peu plus cher. Transposez ça à tout ce que vous connaissez. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Et il ne s'agit pas que de l'apparence. Là, je vous donne un exemple. Mais il y a de nombreux autres facteurs, tels que, comme j'ai dit, la matière. Quelle matière a été utilisée pour faire ça ou pour fabriquer tel ou tel téléphone? Ok? Quelle matière a été utilisée ou quel matériau on a utilisé pour faire l'habillage intérieur d'une voiture? L'habitacle, c'est quoi? Est-ce que c'est du bois? Est-ce que c'est plutôt beaucoup plus du plastique? Tout ça, ça va jouer. Donc, la valeur perçue, ça va provenir de ce que les gens peuvent voir, entendre, toucher et ressentir aussi. À quoi associe-t-on votre produit? À quoi associe-t-on votre service? C'est pour ça que je vous dis que vous êtes vous-même un produit.
Si les gens avec qui on vous voit traîner tout le temps, ce sont des personnes qui ont, on va dire, une image pas forcément positive, et que cela peut rejaillir sur vous, forcément, ça joue sur la valeur perçue. Si vous êtes dans le showbiz et que vous traînez avec une frange du showbiz qui est toujours dans les soirées mondaines, qui est un petit peu proche du versant débauche, etc., on va associer ça à votre image tout de suite. Si ça ne correspond pas à la musique que vous faites et aux thématiques que vous abordez, eh bien, il y a une rupture d'image et donc vous allez brouiller les pistes. C'est pour ça que les gens doivent apprendre à avoir une stratégie cohérente. Ce que vous proposez, ça doit être conforme à ce que les gens perçoivent. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce problème-là. Même de non-entrepreneurs, ils se disent, ce que je propose, la personne que je suis, c'est telle personne. Mais en face, les gens voient autre chose. Pourquoi? Ça veut dire que vous avez du mal à mettre en avant les atouts qui sont les vôtres, qui sont ceux de vos produits ou services. Et ça, c'est important de le comprendre dès le départ. D'accord? Ce n'est pas simplement le prix, le produit, la distribution. Bon, c'est vrai, il y a les 4 P qui jouent. Où est-ce que votre produit est distribué? Est-ce que c'est dans des magasins de luxe? Ou est-ce que c'est dans des grandes surfaces, des hypermarchés? Et dans quel rayon? Tout ça, ça dépend de la stratégie globale de votre produit. Tout doit être cohérent. Vous ne pouvez pas avoir un produit qui est bon marché et vous retrouvez dans des boutiques de luxe. Ok? Et ensuite, comme j'ai dit, il y a la perception et tout ce qu'il faut mettre autour. Je vais vous donner un exemple simple. Obama, par exemple. Il facture plusieurs centaines de milliers de dollars, je ne sais plus si c'est 300, 400 ou 500, mais bref, plusieurs centaines de milliers de dollars pour une intervention d'1 ou 2 heures, lorsqu'il doit participer à une conférence et qu'il est speaker. Il en va de même pour Nicolas Sarkozy. Tous les deux sont d'anciens présidents de la République et ils ont évidemment des honoraires qui sont très élevés, des cachets très élevés quand on veut les avoir sur un événement. Vous me direz, c'est parce qu'ils ont été présidents. Oui, mais c'est pas aussi facile que ça. La fonction joue, le statut joue, ça fait partie de la valeur perçue, ok? Mais au-delà de ça, il y a également la carrure de chacun de ces hommes. Ils se sont tous les deux illustrés comme de superbes orateurs. Ils sont connus pour ça. Qu'on les aime, qu'on les déteste, là n'est pas la question. De façon objective, ce sont de très bons orateurs. Et donc forcément, lorsque une entreprise se rapproche de profils pareils pour les invités, on considère non seulement leur statut, mais tout le charisme qui entoure leur personnage. Parce qu'on sait que c'est de grands orateurs qui vont emballer l'auditoire, etc., etc. Voilà comment est-ce que la valeur perçue permet, dans ce cas par exemple, à ces deux anciens présidents, de toucher des sommes folles, des centaines de milliers de dollars, pendant que d'autres personnes peinent à se faire payer 1000 dollars. Et si on doit rester sur le même niveau, même échelle de grandeur, il y a d'autres présidents de la République, qui sont d'anciens présidents de la République, qui vont à des conférences aussi, mais qui ne sont pas payés pareil, qui touchent quelques dizaines de milliers de dollars. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins populaires? Pas forcément ou pas uniquement. Nicolas Sarkozy n'est pas l'homme le plus populaire. Et pourtant, même parce qu'ils n'ont pas non plus cette empreinte d'orateur dont on a besoin pour une conférence. Et il y a également tout ce qui entoure le mythe de chaque personnage. Donc comprenez que la valeur perçue, c'est un peu ça. C'est pareil pour les artistes, hein, quand on dit que Burna Boy refuse même des cachets d'1 million de dollars, et que Rihanna parfois touche, la dernière fois c'était je crois 9 millions de dollars pour chanter en Inde. Bon, vous imaginez bien que face à d'autres artistes tout aussi talentueux, mais qui n'ont pas la même aura, qui n'ont pas la même valeur perçue, il n'y a pas match. Parce que les autres artistes dont je parle, il y en a qui vont toucher 10 000 dollars, 50 000 dollars, même 100 000 dollars pour certains, ce qui est déjà énorme. Mais ils sont très loin des cachets des deux que je viens de citer. Donc la valeur perçue, c'est la façon dont les gens perçoivent ce que vous valez ou ce que vous voulez vendre. D'accord? Personne ne se plaindra si on lui dit que un modèle de Mercedes est à 150 000 dollars, à 300 000 dollars, etc. Mais dès qu'on va peut-être parler d'autres marques qui ne sont pas haut de gamme et qu'on va montrer du doigt un modèle qui coûte 300 000 dollars, les gens vont dire « Oh mais non, mais quand même pas. Attends, mais ça c'est une marque qui fait des voitures d'entrée de gamme. » Maintenant, chaque marque, évidemment, a plusieurs gammes. Mais même dans le haut de gamme, toutes les marques ne se valent pas parce qu'elles n'ont pas la même valeur perçue. Il y a les valeurs des marques qui jouent, la vision, la mission et tout le reste. Quand on parle de BMW, de Mercedes, quand on parle des Allemandes, on dit les Allemandes, c'est la robustesse, c'est le confort, c'est ceci, c'est cela. Puis on va parler ensuite des Japonaises, on va parler des marques françaises. Et chaque catégorie de marque, puis chaque marque à l'intérieur, après, a son identité personnelle. Donc une fois que vous avez compris ce qu'est la valeur perçue, vous devez ensuite
cherchez à la développer. Comment est-ce que vous transformez votre valeur perçue? Comment est-ce que vous pouvez augmenter cette valeur perçue-là? Et le branding, ça se consiste en premier. D'accord? Parce que si on parle du pourquoi, il faut qu'on parle du comment. Le branding, c'est vraiment ce qui arrive en premier, mais ce n'est pas le seul levier à activer. Quand on parle de branding, il ne s'agit pas d'un logo, hein, pour dire les choses simplement, parce que les gens pensent qu'on parle simplement du logo, des couleurs. Non, c'est tout l'univers, même l'univers sémantique. Les mots que vous utilisez dans la communication de votre produit, ça compte également. Les mots que vous utilisez pour convaincre les gens d'acheter votre service, ça compte. Parce que vous allez créer tout un univers qui va être fait d'images, de couleurs, de mots, de valeurs et de plein d'autres éléments. Et c'est tout ça qui va constituer votre branding, dans lequel moi j'inclus le naming. Et bien d'autres choses. Donc c'est une stratégie globale. Ne négligez pas ça. Il y a des gens qui négligent même le nom qu'ils vont donner à leur produit. Oh non, c'est pas important. Oh non, ceci. Le nom de votre entreprise, c'est pas important. Mais le nom du produit ou du service, c'est diablement important. Parce que pas mal de produits sur ces terres sont connus sans que les gens ne sachent quelle est l'entreprise qui les commercialise. Il y a plein de gens qui ne savent pas que, par exemple, les cubes Magie, que je ne recommande pas, moi en tout cas je n'en consomme pas, mais c'est des produits populaires, hélas dira-t-on, mais il y a plein de gens qui ne savent pas que c'est Nestlé. Rentrez au marché et demandez, les gens ne savent pas, ils achètent, même parmi les commerçantes, il y en a qui ne savent pas, elles achètent le produit Magie. Il y a des gens qui ne savent pas que Fanta, c'est fait par Coca-Cola Company. Donc le plus important, c'est le nom, quand on parle de naming, et l'univers qui autour. D'accord? Et une fois que vous avez compris que le branding est important, vous devez travailler là-dessus. Soit en vous formant et travaillant avec des pros, donc ça va être des graphistes, des spécialistes du marketing, etc. Ou en recrutant des consultants, des experts qui vont vous accompagner à définir la bonne stratégie. Vous n'avez pas de charte graphique, vous n'avez pas de ligne éditoriale, vous n'avez rien de tout ça et vous voulez être une marque qui reste dans l'esprit des gens. Ce n'est pas possible. Moi, chaque fois que j'ai développé un projet, il est resté dans l'esprit des gens parce que je ne blague pas avec ces aspects-là. Je sais que c'est capital si vous voulez rester vraiment dans l'imaginaire collectif et si vous voulez augmenter votre valeur perçue. Ok? Donc, si vous avez besoin de stratégies pour construire une marque forte et solide, même si vous n'avez pas un gros budget pour déployer après, on peut le faire sur mesure. Inscrivez-vous au Business Rocket Camp, qui est en fait un camp d'accompagnement intensif pour entrepreneurs que nous initions et qui démarre dans quelques semaines, qui démarre en mai 2024 et qui va permettre à tous ceux qui vont y participer de faire décoller leur business. Nous allons aborder 10 domaines d'expertise pendant ce camp qui dure 4 semaines. Le programme se déroule entièrement en ligne et ces 10 domaines d'expertise sont entre autres le marketing, tout ce qui est stratégie commerciale, la fiscalité, les finances, le droit, le management, etc. Parce qu'un entrepreneur, c'est une personne qui doit en savoir un peu sur toutes ces disciplines pour pouvoir coordonner les actions de ses collaborateurs. C'est super important. Donc ça va se dérouler en ligne, comme je l'ai dit, et ça va être à travers des masterclass, il y aura également des webinaires interactifs, des séances de coaching individuelles et de nombreux outils pratiques mis à disposition pour que vous puissiez appliquer ce qu'on vous enseigne au fur et à mesure. Donc inscrivez-vous, les places sont limitées, il n'en reste pas beaucoup, le lien est en description. Rejoignez le Business Rocket Camp, on va vous aider à faire décoller votre business en Afrique. Donc voilà comment est-ce que on peut déjà commencer à travailler sur sa valeur perçue. Au-delà de ça, il y a également tout ce qui va concerner, à part le branding, la façon dont vous vous positionnez. Est-ce que vous allez sur une niche par exemple? Les gens, pour augmenter leur valeur perçue, font parfois ce choix. Ils vont sur une niche, c'est-à-dire ils vont se spécialiser. Ok? Et quand on parle de spécialisation, imaginez par exemple un coach qui est dans le développement personnel, mais qui lui est spécialisé en routine gagnante. C'est-à-dire que sa sphère de spécialisation, c'est d'aider les gens à établir des routines gagnantes, des routines pour leur journée, une daily routine, une night routine, comment organiser son temps, ou quelqu'un qui est spécialisé productivité et qui n'est pas broad, ou quelqu'un qui aujourd'hui va faire de la physique quantique, c'est déjà plus spécifique, plus pointu que la physique en général. D'accord? Donc, sur un produit, vous pouvez décider, par exemple, vous, de ne faire que des jus, mais pas de fruits, de ne faire que des jus de goyave, je dis n'importe quoi, c'est un exemple, des jus de goyave bio, parce que vous voulez jouer sur un aspect nutritionnel ou sur une vertu, et vous ne faites que ça.
Après, vous pouvez avoir une gamme, tout dépend, mais c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des gens qui préfèrent se spécialiser. Vous pouvez également choisir de faire que des jus de fruits bio, c'est déjà une façon de se spécialiser. Mais là, vous n'êtes pas sur une niche, c'est-à-dire que vous êtes sur un segment de marché. Puis vous pouvez creuser le segment et aller sur des niches. Donc quelqu'un qui est vraiment sur une spécialisation pointue pourra facturer plus cher parce qu'il va être considéré comme un expert dans son domaine. Où le produit va être considéré, si c'est un produit, comme un produit rare, unique. On va dire, ah, cette marque, elle ne fait que ça. Et forcément, votre valeur augmente aux yeux des potentiels consommateurs qui se disent que s'ils veulent justement tel type de produit, les spécialistes, eh ben, ce sont ces gens-là. Et personne d'autre. Donc ça aussi, ça se travaille au niveau de la stratégie. Et depuis la réflexion stratégique, lorsque vous faites votre business plan, vous êtes en train de le rédiger, que ce soit pour lancer une activité ou en cours d'activité, parce que vous n'aviez peut-être pas fait de business plan, et là vous vous rendez compte qu'il faut planifier l'évolution à la croissance, eh bien il faut définir tout ça. Comment vous voulez être perçu? Peut-être que vous voulez être sur quelque chose de très générique et progressivement affiner la chose pour aller sur un segment plus précis, ou alors ça peut être dans le sens inverse. Il y a plusieurs manières de faire, mais je vous donne un peu les clés. On va également jouer sur tout ce qui touche au storytelling. Ça fait partie du marketing, le storytelling. Le storytelling, c'est cette capacité-là à raconter des histoires autour d'un produit ou d'un service. Et pourquoi ça fonctionne et que tout le monde fait du storytelling aujourd'hui, un peu trop d'ailleurs je trouve, eh bien simplement parce que ça va toucher à l'émotion. Nous avons ça de différent des autres êtres vivants. L'émotion est plus forte chez nous, elle existe, elle est vivace et elle n'est pas instinctive. Elle peut l'être, mais je veux dire, elle peut également être stimulée. À partir de ce moment, le storytelling fonctionne parce que les gens vont avoir une connexion émotionnelle avec l'histoire que vous racontez. Aujourd'hui, on a droit même à du mythotelling, c'est-à-dire que les gens veulent tellement faire de storytelling que on exagère quoi. C'est-à-dire qu'ils amplifient certaines situations pour paraître très misérable au départ ou exacerber la gravité d'un cas et ensuite on amène la solution miraculeuse. Allez, parfois c'est cramé, il ne faut pas exagérer non plus. Je trouve qu'aujourd'hui on en abuse un peu, mais c'est le jeu. Il vaut mieux faire du storytelling, peut-être un peu trop même, que pas du tout. Parce que si vous devez pitcher votre produit, vous en avez besoin. Et pitcher, c'est pas uniquement pour lever des fonds auprès d'investisseurs. Lorsque vous faites une présentation à une soirée de networking ou même à une rencontre entre amis, vous vous présentez, vous dites à quelqu'un ce que vous faites, vous êtes en train de pitcher. Vous pitchez, vous dites ce que vous faites, dans quel domaine êtes-vous? Comment vous vous présentez? Comment vous dites ce que vous faites? Quel impact vous apportez? Qu'est-ce que vous mettez en avant? Quels sont les chiffres ou les stats que vous mettez en avant? Tout ça, ça compte énormément. Quelqu'un qui dit par exemple que sa grand-mère n'a pas survécu parce que lorsqu'il est amené à l'hôpital, il n'y avait pas de dossier médical. Et que cette insuffisance dans les hôpitaux africains est très grave parce que chaque année, il y a X centaines de milliers de personnes qui perdent la vie parce qu'on ne sait pas comment les prendre en charge du fait de l'absence de dossiers médicaux concrets. Et qu'il a perdu sa grand-mère dans ces conditions tragiques. Et que c'est à cause de ça qu'il s'est dit que ça ne devait pas être une situation qui perdure. Il a donc décidé de consacrer sa vie à la mise en relation ou la mise en réseau des hôpitaux qui sont dans des zones non couvertes par Internet ou qui n'ont pas accès à la technologie et que grâce à son bracelet, qui est un bracelet qui sauve des vies, on peut avoir l'historique du malade en 2 secondes, etc., etc. Bien sûr, je suis en train de vous dire ça comme ça au hasard, mais je vous explique ça pour que vous compreniez comment le storytelling, ça peut toucher les gens. Ah, il a perdu sa grand-mère. Ah, ce qu'il dit est vrai. Ah, il n'y a pas de dossiers médicaux. Ah, est-ce que moi-même, je ne connais pas quelqu'un à qui c'est déjà arrivé? Ah, on se pose toutes ces questions. Dès qu'on entend ça, on se dit mais c'est génial, mais c'est super, votre histoire, elle est très belle. Comment vous faites? Vous en êtes où? Vous avez levé combien? Ou alors, vous faites combien de chiffre d'affaires? Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des investisseurs? Est-ce que ceci, même si ce n'est pas quelqu'un qui veut investir ou qui veut acheter votre produit, ou etc., il va tout de suite se bâtir une image favorable de votre offre. Donc voilà pourquoi le storytelling, c'est très important.
et qu'on raconte souvent, vous voyez, hein, comment est-ce que Obama était stagiaire avant, stagiaire dans le même cabinet que son épouse, comment il a gravi les échelons. Pour tous ceux qui réussissent, il y a toujours ces histoires-là. Moi-même, j'aime ma propre histoire que je raconte et qui est vraie, mais je sais la présenter. Comment j'ai commencé à vendre du cuicui, donc des galettes d'arachides, d'accord, qui sont basiques et normalement, qui sont des bâtonnets irréguliers, c'est un snack traditionnel. Comment j'ai commencé à vendre ça, mais plutôt en boulettes, dans un packaging sommaire, ok, dans quelque chose de vraiment très linéaire, pour en arriver à quelque chose de chic, de glamour, quelques années plus tard, et pour construire autour de tout ça une marque avec une vingtaine de produits en gamme qui a conquis l'Afrique de l'Ouest et qui également a porté les saveurs africaines au-delà du continent africain. Alors que j'ai commencé avec 20-25 000 francs CFA. Et c'est documenté, vous pouvez retrouver ça en ligne dans mon livre Jusqu'au bout j'irai, dans des reportages de Canal+, de BBC, etc. Mais il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose ou même peut-être des situations plus difficiles encore, mais qui ne savent pas forcément raconter ça. Donc ça se travaille. Ça se travaille énormément. Et pour faire tout ça, il faut comprendre aussi les barrières psychologiques. Pour augmenter la valeur perçue, il faut comprendre comment est-ce que les gens fonctionnent, quelle est la résistance des clients potentiels dans votre environnement, quelles sont les objections, qu'est-ce qui fait qu'ils n'achètent pas, qu'est-ce qui fait qu'ils trouvent qu'un produit est cher, votre produit ou votre service dans votre domaine d'activité, qu'est-ce qui fait qu'ils sont prêts à payer plus pour d'autres et moins pour vous. Pourquoi? C'est votre packaging? C'est votre façon de communiquer? C'est votre tête? J'exagère un peu, mais il faut vraiment réfléchir et comprendre. Et à partir du moment où on a compris, on passe au niveau supérieur. Les gens qui se plaignent de tickets de concert à 10, 20 000, ça ne les empêche pas pour certains hein, de dépenser 100 000, 200 000 pour d'autres artistes. Quand Fally Ipupa va à Abidjan, je crois qu'il fait ça le comble à chaque fois. Mais il y a des artistes qui ont des tickets 10 fois moins chers et qui n'arrivent pas à remplir les mêmes salles. La valeur perçue est passée par là. Vous me direz la notoriété. Ben oui, mais c'est grâce à la valeur perçue que la notoriété aussi est impactée. Regardez l'évolution en termes d'image de Fally au fil des ans. Et tout le travail qui a été fait autour. Donc c'est un ensemble. C'est un gros travail de branding, c'est un gros travail stratégique, c'est un travail de réflexion et ça passe également par la qualité. Vous ne pouvez pas simplement essayer de manipuler les gens avec des techniques parce que si au fond ce que vous vendez ben, c'est du vent, ça finira un jour par se casser la figure. Je viens de donner l'exemple de Fally, on a parlé d'Obama, de Burna Boy, de Rihanna, je pourrais parler de plein d'autres choses, on a parlé de Mercedes, donc de certains produits. D'accord? Produit ou service, il doit y avoir la qualité et tout ce que je viens de dire vient en plus. Ou alors, même si vous n'avez pas la qualité optimale au début, pendant que vous êtes en train de développer toutes ces stratégies-là, il faut être en train de travailler à également relever votre niveau qualitatif, la qualité de votre offre. Parce que c'est la qualité qui fait que vous durez dans le temps. Personne ne dira que Obama est allé donner une conférence et qu'il n'a pas secoué la foule. Parce qu'il y a de la qualité dans ce service qu'il vend. Quelqu'un qui achète une Mercedes, il peut se plaindre de plein de choses, mais il ne se plaindra pas de la finition, ni de la puissance du moteur, etc. Donc, il y a une promesse de vente qui doit être tenue. Et vous devez travailler à la maintenir sur la durée et à la faire évoluer. Parce que c'est tout ça qui permet d'offrir une expérience unique. Et en fin de compte, les gens n'achètent pas des produits. Les gens n'achètent pas des services. Les gens achètent une expérience. Les gens veulent vivre un moment spécial. C'est pour ça que quand vous voyez une pub pour une barre chocolatée, vous avez toujours un par exemple, parce qu'on veut vous suggérer que c'est délicieux, que ça fait voyager. Quand vous voyez une pub pour un gel douche, vous avez de l'eau, vous avez le bruit de l'eau qui coule, vous voyez une femme qui se lave les cheveux en même temps qu'elle se lave le corps, et on va laisser un petit peu un univers suggestif parce qu'elle va pas être totalement nue, mais peut-être à moitié dénudée, pour que ça envoie les gens dans un certain imaginaire de douceur, de plaisir, d'évasion. Tout ça, ça se travaille. Les gens veulent vivre une expérience. Avec un produit ou un service, ils veulent une expérience. Ils ne veulent pas juste la fonctionnalité. Les gens roulent certaines voitures parce qu'ils aiment la puissance, la sensation de pouvoir. Il y a des gens qui recherchent ça. Ils veulent que le moteur gronde et qu'ils se sentent puissants. Les gens recherchent des émotions. Donc, bâtissez vos produits et vos services autour des émotions. Et à ce moment-là, vous verrez que vous n'aurez plus beaucoup de mal à augmenter vos prix si vous arrivez à implémenter tout ça. Encore une fois, je vous invite à vous inscrire au Business Rocket Camp, le BRC.
parce qu'on va parler de toutes ces choses. Et je vais vous expliquer comment moi j'ai fait. Il y a d'autres experts qui viendront aussi. Et ça va vraiment aider votre business à passer au niveau supérieur. Donnez toujours plus à vos clients, c'est mon dernier conseil. Donnez toujours plus à vos clients. Moi, quand un client souscrit pour une offre, il y a toujours quelque chose que je vais soit lui offrir en plus, ou alors, dans la qualité du rendu, je vais lui sortir quelque chose qu'il n'a jamais vu, auquel il ne s'attend pas. Je vais me débrouiller pour qu'il soit impressionné et qu'il soit satisfait. Et pour ça, il faut toujours donner un peu plus. McDonald's offre toujours quelque chose en plus. Par exemple, regardez dans les Happy Meal. Vous voyez, les petites figurines qu'on donne aux enfants, c'est des partenariats avec des grandes marques, mais c'est en plus. Quand vous achetez un menu, vous avez l'impression qu'on vous a donné quelque chose, parce que quand vous prenez les éléments séparément, mais les éléments coûtent plus cher. On pourrait en parler pendant des heures, mais je pense avoir dit l'essentiel pour cette vidéo. Cherchez à augmenter votre valeur perçue et vous augmenterez vos prix, vous augmenterez vos ventes, vous augmenterez votre chiffre d'affaires. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé celle-ci, partagez-la, abonnez-vous et prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.